dire, États-Unis-Europe. Alors je ne sais pas si le bloc États-Unis-Europe est consistant. Très clairement, et là je rejoins l'analyse de Mersheimer, mais aussi d'Henry Kissinger, et même les mises en garde à l'époque de Brzezinski, il y a des lignes rouges que la Russie ne peut pas tolérer, et très clairement, les États-Unis et son bras armé de la suggestion européenne, qu'est l'OTAN, ont une responsabilité éclatante dans la conduite de la guerre. Pour répondre à votre question, qui est parfaitement légitime, la seule que devrait se poser un élu français au Parlement ou à l'Assemblée nationale, c'est où est l'intérêt national? Où est l'intérêt de la France dans cette affaire? Où est l'intérêt de l'Europe? D'abord, il est évident que l'Europe est la grande perdante de cette affaire. L'Europe sort plus soumise aux États-Unis qu'elle ne l'a jamais été, et les idées, s'il est une idée que je reprendrais des propositions du président Emmanuel Macron, c'était bien la proposition d'autonomie stratégique de l'Europe. On voit bien que cette proposition est morte et enterrée. L'Europe est devenue l'antichambre de l'OTAN et l'Europe est devenue un supplétif des intérêts des Américains. À cet égard, s'il y a un perdant manifeste à l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, c'est l'Union européenne. Donc pour vous répondre, je dirais que la question n'est pas celle de l'Occident. La question est celle du retour aux politiques de toujours, d'abord de la Grande-Bretagne après le Brexit, qui vise à diviser l'Union européenne et qui s'y emploie en attisant le feu en Ukraine, en attisant les irrédentismes en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, au Kosovo et ailleurs. Et c'est le retour d'une politique traditionnelle, mais à mon avis à courte vue aux États-Unis, qui considère que le grand risque, c'est une union eurasiatique, et que la nécessité de la politique américaine, c'est de diviser l'Europe de l'Ouest, de l'Est européen, et notamment de la Russie. Pourquoi je pense que c'est une erreur? Je pense que c'est une erreur parce que tout naturellement, ça aboutit à jeter la Russie dans les bras de la Chine. Or, ne nous trompons pas, et là je rejoins un nombre de politologues américains, le grand débat à venir, le fameux syndrome de Thucydide, c'est la puissance déclinante des États-Unis face à la puissance montante de la Chine. Il est très clair que dans ce cadre géopolitique mondial, l'intérêt de l'Union européenne, c'était de conclure une alliance ou des alliances avec la Russie. L'alliance du capital européen, de l'esprit d'innovation, de la liberté d'entreprendre européenne, avec l'immensité et la profondeur stratégique russe, les ressources stratégiques russes, et ne l'oublions pas, l'intelligence russe, meilleurs ingénieurs, meilleurs mathématiciens, etc., aurait produit un troisième pôle mondial capable de créer l'équilibre favorable à la paix que nous attendons tous. C'est probablement ce que l'aveuglement à court terme du suivisme européen à l'égard de l'OTAN, et c'est probablement ce que l'aveuglement à plus long terme des États-Unis est en train de produire, une alliance entre la Russie et la Chine, dont je rappellerai que si la puissance industrielle de la Chine est derrière la performance militaire de la Russie, nous avons quelques soucis à nous faire. En quelque sorte, nous sommes créés un ennemi qui n'a aucune raison de nous vouloir du bien. Nous avons fermé la porte à Vladimir Poutine, qui était probablement le dirigeant le plus européen que la Russie ait connu, et peut-être le dirigeant le plus européen qu'il connaîtra, parce que je pense que la future génération de ceux qui montent n'a plus aucune amitié et n'a plus aucun penchant pro-européen. L'évolution d'un Dimitri Medvedev à cet égard est tout à fait intéressante. Il faudra voir quelle sera l'évolution du patron de la Douma d'État pour les affaires étrangères, Leonid Slutsky, qui a longtemps proclamé son amitié pour l'Europe, sa proximité avec l'Europe, et que je vois aujourd'hui très clairement se tourner vers d'autres horizons. C'est l'Asie, c'est l'Indo-Pacifique, c'est l'Afrique. N'oublions pas la présence russe massive en Afrique, et n'oublions pas ce sentiment de plus en plus présent dans le monde extra-occidental. L'affaire ukrainienne, et je suis désolé de le dire comme cela, l'affaire ukrainienne c'est une affaire de blancs, et de même que l'opinion publique européenne n'a eu aucune sympathie pour les dizaines de milliers de morts des interventions en Irak, les dizaines de milliers de morts des interventions en Libye, en Syrie, etc., 3 blessés dans la banlieue de Kiev suscitent une mobilisation internationale. Ce 2 poids, 2 mesures, pour moi, marque d'abord une défaillance morale de ce que vous appelez l'Occident, mais marque surtout la fin de ce qu'a été le monopole du bien occidental. Je reviens sur la première partie de votre question. Ce que vous dites l'Occident, c'est quoi? La Chine vient de publier des cartes qui sont extrêmement frappantes à cet égard. La Chine, c'est quoi?
les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, l'Australie. Quelques pays accessoires, on citera le Canada et quelques autres. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cet Occident, dont on a bien vu l'isolement, notamment lors du vote des sanctions contre les Nations Unies, je vous rappelle que la majeure partie des pays francophones d'Afrique s'est abstenu ou a voté contre les sanctions, ce qui était impensable voici seulement 10 ans. C'est un effet de la politique catastrophique actuellement conduite en Afrique et du désengagement français. Mais nous pourrions y revenir, c'est un autre sujet. L'Occident est en train de se retrouver tout seul, il est en train de se retrouver minoritaire, très minoritaire en termes de population, c'est moins du tiers de la population mondiale, désormais minoritaire en termes économiques, puisque la majorité du monde est en train de passer du côté de l'Inde, de la Chine et de ces puissances montantes que c'est l'Indonésie, la Malaisie, etc., qui n'ont aucune raison de vouloir du bien aux États-Unis et aucune raison de vouloir du bien à l'Europe, notamment à cause du passé colonial. C'est non plus des pays qui sont favorables et ouverts à la Chine, à la puissance chinoise. En tout cas, les pays comme les Philippines, etc., c'est aussi des pays qui craignent l'émergence de la Chine, le Vietnam. Je pense que tous ces pays conduisent une politique actuellement qui est très duale, dont le meilleur exemple serait l'Inde. L'Inde a toujours ménagé une aide militaire, une présence militaire russe importante, une aide nucléaire, puisque les centrales nucléaires en Inde sont russes, avec en même temps une aide économique et à certains égards diplomatiques américaines. Je pense que la plupart des pays que vous citez jouent assez habilement sur les deux tableaux. Mais ce qui me frappe actuellement, c'est que face ou dans le processus de dédollarisation du monde, dans le processus de ratification ou non des sanctions, aucun de ces pays ne peut éviter de se poser la question: si demain je me retrouve opposé aux intérêts américains, est-ce qu'ils vont saisir les avoirs de ma banque centrale? Est-ce qu'ils vont me couper de la sphère financière internationale? Et à cet égard, les États-Unis ont commis quelques fautes stratégiques absolument majeures. Il est totalement illégal d'avoir saisi les avoirs de la banque centrale russe, comme il est absolument scandaleux d'avoir saisi les 7 milliards de dollars d'un des pays les plus pauvres du monde, ravagés par les guerres civiles, les interventions américaines et occidentales, et désormais le régime taliban. Les 7 milliards de dollars confisqués à la banque centrale afghane, pays le plus riche du monde, appauvrit le pays le plus pauvre du monde, ce sont des choses qui se paient. Et il n'y a pas un pays du monde, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager l'an dernier, il n'y a pas un pays du monde qui ne se pose pas aujourd'hui la question: que se passe-t-il si je ne m'aligne pas sur les intérêts américains? Et je pense que les Américains, en faisant ce qu'ils ont fait, se sont tirés une balle dans le pied et quelque part, ils ont mis le fin à cette organisation considérée bienveillante du monde qui avait pour base le dollar, un système financier sous contrôle américain et la circulation mondiale des capitaux. Je pense que nous assistons à la fin de ce système issu de Bretton Woods et issu de la suprématie mondiale américaine née de la Seconde Guerre mondiale.